Gina, à Rhode Island, qui a été pendant plusieurs années le vice-président aux études et aussi, qui vient juste de terminer parce qu'il commence maintenant sa sabbatique, qui a été aussi le provost et le doyen de la faculté du corps enseignant. Tout ce qui était professeur. Tout ce qui était professeur, etc. À cette même université. Et là, ouf, il vient juste de terminer l'année, il commence sa sabbatique. Surtout ouf. Hein. Oui, ouf. Et il va aller passer tout un semestre à Poitiers, qu'il connaît bien parce qu'il avait déjà passé toute une année, et puis plusieurs recherches aussi au centre de Poitiers. Donc voilà, et donc Dean va nous parler de Enseigner les Misérables de Victor Hugo. Approche. Merci. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier votre directrice, Sabine, Gemma Rutherford, qui avait la gentillesse, ou peut-être la témérité, on verra bien, de m'inviter à l'école française pour vous parler un peu des Misérables, ou plus précisément de la réception critique du roman dans son contexte historique. Je vous remercie d'être venus, vous aussi nombreux, étudiants et professeurs, vu le travail considérable que vous avez à faire chaque jour, y compris les devoirs le soir, j'en suis certain. Mais avant d'entamer le sujet de cette conférence, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions personnelles qui sont tout de même pertinentes dans une école de langue. Lorsque votre directrice m'a proposé de venir vous parler, je dois avouer que j'ai eu d'abord un frisson de terreur, car il y a 14 ans, j'avais, comme elle vient d'expliquer, j'avais écarté mon travail de professeur de français pour entrer dans l'administration universitaire. D'abord en Caroline du Nord et ensuite à mon université actuelle, St. Regina. Plus simplement, je venais tout juste de passer une quinzaine d'années plongé dans un monde tout autre que celui du professeur, un univers non seulement résolument pratique, mais aussi anglophone. Et à part quelques films ou émissions de TV5 Monde ou quelques cours et rarissimes séjours en France, j'avais plus ou moins perdu contact avec la France et même la langue française pendant toute cette période de ma vie. Donc, vous pouvez bien imaginer mon hésitation. Et enfin, l'école française de Middlebury, ce n'est pas n'importe quelle école de langue. Mais le temps d'y réfléchir, je me suis dit que j'avais passé presque toute ma vie à me précipiter dans de telles situations, que ce soit l'étude du français, que je n'avais commencé qu'à l'âge de 18 ans, une année à la faculté des lettres à l'université de Poitiers, lorsque je n'avais qu'une connaissance relativement modeste du français, ou même, peut-être surtout, le travail de doyen quand j'avais en réalité très peu d'expérience administrative à cette époque. Bref, je suis depuis longtemps imprudent et je suis maintenant trop vieux pour faire autrement. Toute plaisanterie à part, comme je concluais tout juste mon travail de doyen, de vice-président, et je commençais à me préparer au retour à l'enseignement en janvier prochain, après un semestre sabbatique en France, je me suis dit, mais finalement, c'est le meilleur endroit du monde pour reprendre mon travail de professeur, tout doucement, devant des étudiants et des professeurs déjà réunis autour de l'apprentissage du français à tous les niveaux. En plus, j'ai depuis longtemps de divers liens avec Middlebury. Au cours de mes études supérieures de littérature comparée, j'ai fait un stage d'allemand il y a très longtemps, 1986, à la Deutsche Schule. Mon ancien collègue en Caroline du Nord, Michael Gessler, est le vice-président ici, qui s'occupe de toutes les écoles de langue. Et j'ai même une collègue actuelle à St. Regina, qui est de nouveau cet été professeur dans la Escuela Española. Et enfin, bien sûr, voilà plusieurs années que Middlebury a son centre d'études à Poitiers, une ville à laquelle je retourne à chaque occasion depuis ma première visite en 1981-82 et que je connais mieux que Newport finalement, mieux que Chapel Hill, mieux que Santa Barbara et toutes les autres villes de ma vie, même maintenant, je crois, ma ville natale en Californie.
Bref, j'avais du mal à imaginer une meilleure expérience juste avant de me replonger dans le bain linguistique de 6 mois de congé sabbatique à Poitiers, bien évidemment à Poitiers, suivi d'un retour au professorat. Alors, avant d'entrer dans la matière de cette conférence, permettez-moi de vous poser une question. Combien d'entre vous sont professeurs ou voudraient l'être un jour? Parce que tout le monde, là, tout le monde. Justement, la plupart d'entre nous, même au niveau universitaire, sont ou seront bien plus enseignants que chercheurs. Oui, bien sûr, certains font ou feront des recherches, et moi aussi j'en ai fait pas mal, mais les propos que je vous adresse aujourd'hui ne sont pas destinés aux spécialistes de Victor Hugo, ni même aux 19e en général. Non, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est plutôt de puiser ça et là dans l'histoire littéraire, dans l'histoire de la critique littéraire, et même dans mes propres recherches d'autrefois, sur le rôle de l'idée de progrès du 19e siècle et son rapport compliqué avec la littérature, pour mieux comprendre le parcours critique des Misérables, de sa parution en 1862 à l'heure actuelle. Comme l'indique le titre de cette conférence, je m'intéresse depuis longtemps à l'enseignement de la littérature, et surtout la littérature située dans ses contextes historiques, politiques et culturels. C'est une autre façon de dire que demander à nos étudiants de s'agenouiller devant un texte littéraire uniquement pour adorer sa beauté formelle ne m'intéresse pas du tout. Au contraire, ce qui me passionne, et ce qui passionne les étudiants aussi, j'espère, est de poser des questions telles que les suivantes. Quel rapport y a-t-il entre un ouvrage et son époque, ou bien entre ce même ouvrage et la nôtre? Quelles évolutions dans la société et dans la critique littéraire à un moment donné modifient-elles notre façon de comprendre, de juger ou d'apprécier un poème, une pièce de théâtre ou un roman? Il ne s'agit pas d'un retour à l'étude des influences qu'a proposé le positiviste Hippolyte Taine au XIXe siècle, mais d'une série d'approches au texte en question. Cette conférence n'est ni une étude des Misérables, après tout ce travail de toute une vie, ni un survol de l'histoire de la critique hugolienne, mais une considération plus générale, autant je l'espère bien, à la portée des étudiants qu'à celle des professeurs. En effet, pour ceux qui sont déjà professeurs de littérature française, il y en a? Hein? C'est bien. Alors, j'espère ne pas trop vous ennuyer en revenant sur quelques-uns des textes primordiaux du XIXe siècle, des pierres de touche de l'époque en question. Car enseigner des textes littéraires au XXIe siècle, c'est ne jamais oublier que nos étudiants ont très peu de culture générale au sens classique du terme. La réception critique des Misérables, c'est une affaire compliquée dont j'espère aujourd'hui ne démêler que quelques-uns des fils. Justement, c'est cette approche que l'on m'a demandé d'écrire pour un numéro dans la série de la... je ne vais pas traduire, Modern Language Association. Je suis désolé. MLA, vous connaissez. Consacré, c'est son nom. Consacré aux approches à l'enseignement de la littérature. Tout ce que je fais cet après-midi, dans cet étrange état, comme j'ai déjà dit, de transition entre la vie parfois accablante d'un vice-président et celle quand même un peu plus tranquille d'un professeur, c'est de jalonner ce terrain de quelques idées, de partager avec vous, en fin de compte, une ébauche de ce qui viendra plus tard pour la MLA, sous une forme à la fois plus nuancée, plus concise. Les questions que nous poserons ensemble aujourd'hui et qui encadreront notre discussion sont les suivantes. Malgré le succès du roman d'Hugo, quelles sont les réservations critiques à l'époque de sa parution? Quel est le contexte historique de ces critiques? On va faire surtout attention aux critiques formelles, car le roman a été dénoncé aussi par la droite pour des raisons politiques et religieuses.
En effet, le rejet du roman par les partisans du moderne qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le rejet du roman par les partisans du moderne qui nous intéresse aujourd'hui, car cette rupture entre la génération de Baudelaire et Flaubert et le père Hugo nous aidera à comprendre la suite de l'histoire, c'est-à-dire pourquoi la critique littéraire sérieuse, entre guillemets, encore une fois, méprisera Les Misérables pendant presque un siècle entier. Sans une connaissance approfondie des différentes écoles littéraires du XIXe siècle, nos étudiants ont du mal à comprendre la complexité de la réception du roman, même si on met à part les critiques politiques et religieuses qui sont largement tombées dans l'oubli depuis 150 ans. Et si nous n'avons sous les yeux que l'énorme succès qu'a le roman auprès du grand public au moment de sa parution en 1862, nous serons tentés de tracer une ligne directe du succès initial de l'un des premiers, et on l'appelait cela à l'époque best-seller, de toute l'histoire de l'édition, jusqu'à la réputation actuelle de l'écrivain. Voilà. Ça date déjà en 1999. Et, moi, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Victor Hugo en Ray-Ban ou, je ne sais pas, blouson de cuir. Alors, grâce, on a tendance à oublier la complexité, grâce en partie aux diverses adaptations de la fin du XXe siècle, que vous connaissez bien sûr, l'adaptation de Notre-Dame de Paris, des Misérables, etc. D'ailleurs, au niveau de l'adaptation, Hugo n'a jamais quitté la scène. De son vivant, moins d'1 an après la sortie des Misérables, Paul Maurice et Charles Hugo, fils du romancier, ont créé sa première adaptation théâtrale à Bruxelles pour éviter la censure du Second Empire. Et 2 ans après l'invention du cinéma par les frères Lumière en 1895, ceux-ci ont signé un film dont le titre est Victor Hugo et les principaux personnages des Misérables. Or, malgré le succès immédiat et durable du roman et la foule d'adaptations qu'il a enfrontées, certains contemporains ont réservé pour cette œuvre du siècle de l'illustre maître une réception plutôt tiède. Surtout, nos amis Baudelaire et Flaubert, entre autres, ont exprimé leur énorme déception. Pour l'un, qui ont fait une critique élogieuse dans la presse, ils le qualifient en privé d'un livre immonde et inepte. Dans cette même lettre à sa mère, l'auteur des Fleurs du Mal avoue, je cite, c'est ma collègue, voilà. Je cite, « J'ai bien montré à ce sujet que je possédais l'art de mentir. » Pour Flaubert, c'est un livre qui n'a ni vérité ni grandeur, fait pour la crapule catholico-socialiste, pour toute la vermine philosophico-évangélique. Cette phrase se trouve dans une lettre de Flaubert à Edmard Roger de Genette de juillet 1862 et qui mérite d'être citée plus longuement. Quant aux Misérables, Flaubert prétend qu'il n'est pas permis d'en dire du mal. On a l'air d'être un mouchard. La position de l'auteur est inexpugnable, inattaquable. Moi, qui ai passé ma vie à l'adorer, je suis présentement indigné. Il faut bien que j'éclate, cependant. Je ne trouve dans ce livre ni vérité ni grandeur. Quant au style, il me semble intentionnellement incorrect et bas. C'est une façon de flatter le populaire.
Les personnages du roman sont créés, je cite encore, d'après le système des types, tout d'une pièce, que la vérité s'arrange ensuite, tant pis. Ce sont des mannequins, des bonhommes en sucre. L'auteur de Madame Bovary continue, des explications énormes, ce sont des fameuses digressions des Misérables, des explications énormes données sur des choses en dehors du sujet et rien sur celles qui sont indispensables au sujet. Décidément, ce livre, malgré les beaux morceaux, et ils sont rares, est enfantin. L'observation est une qualité seconde en littérature, mais il n'est pas permis de peindre si faussement la société quand on est de contemporains de Balzac et de Dickens. C'est un bien beau sujet pourtant, mais quel calme il aurait fallu et quelle envergure scientifique. Il est vrai, le père Hugo méprise la science, et il le prouve. Et pour conclure, Flaubert écrit que le grand écrivain résume l'ensemble des idées banales de son époque, et avec une telle persistance qu'il en oublie son œuvre et son art. Et c'est ça l'essentiel. Voilà mon opinion. Je la garde pour moi, bien entendu. Tout ce qui touche à une plume doit avoir trop de reconnaissance à Hugo pour se permettre une critique. Mais je trouve intérieurement que les dieux vieillissent. Quel insouci de la beauté. Bref, chez Flaubert, il y a du respect et une dévotion inébranlable pour l'écrivain. Il n'est pas permis d'en dire du mal, moi qui ai passé ma vie à l'adorer, etc. Et même pour le sujet du roman. Mais une vaste déception en ce qui concerne le style, la forme du roman. Les personnages qui ne sont que des mannequins, des bonhommes en sucre, des digressions qui, selon Flaubert, n'aboutissent à rien. Pour ce dernier, Hugo s'était laissé emporter par sa passion pour ce que le narrateur des Misérables lui-même dénomme, dès les premières pages du roman, je cite, la grande aspiration au progrès, aux dépens de son art. Et encore une fois, je cite Flaubert, la postérité ne lui pardonnera pas à celui-là d'avoir voulu être un penseur malgré sa nature. Où la rage philosophique l'a-t-elle conduit? Si j'insiste un peu, ou même beaucoup, sur cette lettre de Flaubert, c'est parce qu'à mon avis, elle nous dévoile le conflit esthétique au sein de la réaction parfois violente des partisans d'une nouvelle esthétique, et que j'expliquerai plus en détail tout à l'heure. Quant à l'ancien ami et rival de Victor Hugo, Sainte-Beuve, il a écrit dans son journal intime que le public avait perdu son goût, tandis que Théophile Gautier, ancien camarade romantique de Hugo, lors de la bataille d'Hernani en 1830, a passé sous silence le grand événement de la publication des Misérables. Pour comprendre les origines de cette déception, cette réaction surtout esthétique, et encore une fois, mettons de côté les attaques politiques et religieuses, ça c'est un sujet intéressant, important, mais tout autre sujet. Il faut remonter dans le temps jusqu'au début du romantisme français. Pour revenir à nos moutons, c'est-à-dire à nos étudiants, je suis de l'avis que cette rupture entre Hugo et ses contemporains, enfin, c'est pas la même génération, mais presque, ce sont après tout les grands écrivains novateurs dont on se souvient toujours, à la différence de la plupart des journalistes et hommes de lettres de l'époque, oubliés depuis bien plus d'un siècle. Cette rupture ne nous aide pas qu'à expliquer la réputation critique du roman au XXe siècle, mais aussi la succession d'écoles et de pratiques littéraires au XIXe siècle, du romantisme aux diverses formes de modernité, entre guillemets, de la deuxième moitié du XIXe siècle. Bref, on peut voir cette dissonance, cette rupture, comme le symptôme de deux systèmes de valeurs qui se heurtent
Et ce choc, le choc de cette collision, nous offre à nous, professeurs, une façon de mieux faire comprendre à nos étudiants l'histoire littéraire du XIXe siècle. Encore une fois, il ne faut pas oublier que la plupart de nos étudiants, surtout aux États-Unis, n'ont ni cette culture générale dont je parlais tout à l'heure, ni l'intention de devenir professeur de français. Ça, c'est toujours le vice-président qui parle, là, hein, parce que j'avais l'habitude de dire ça aux professeurs. Mais c'est vrai, je crois. Dans un monde où toute information est décontextualisée, il est essentiel d'aider nos étudiants à situer les œuvres littéraires dans un contexte, même si ce contexte est un peu simplifié au départ. C'est pour cette raison qu'il est important de rappeler que les écrivains qui ont le plus sévèrement critiqué Les Misérables, pour des raisons formelles, font tout de même partie de la lignée du romantisme et donc de la filiation spirituelle du grand maître lui-même. Et pour comprendre cela, il faut remonter ensemble à une époque antérieure. De Hugo en 1829. Notamment à partir de la préface de Cromwell de 1827, Victor Hugo devient chef de file de ce qu'on appellera l'école romantique, le romantisme. Appellation déjà courante en Allemagne, en Grande-Bretagne et ailleurs en Europe à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. C'est un lieu commun de parler du retardement du romantisme français dû d'abord à la Révolution et ensuite à l'aventure de Napoléon, mais on peut également soutenir que les débuts tardifs du mouvement sont profondément liés à la force des formes et des traditions littéraires en France, c'est-à-dire le classicisme français, elle-même correspondant d'une manière compliquée, bien sûr, à la monarchie absolue de l'Ancien Régime. À la fois architecte et porte-parole d'une nouvelle esthétique, Hugo prône à cette époque un théâtre, voire une littérature et même une société qui naîtra du mélange des genres, y compris le grotesque et le sublime, de l'abandon des unités, des trois unités de lieu, de temps, d'action, et de la couleur locale qui doit imprégner, je cite, le fond du drame. Bien sûr, dans une certaine mesure, c'est le manifeste du romantisme, à la française bien sûr, qui souligne à la fois la liberté de l'écrivain, mais aussi l'importance de la vraisemblance. Et j'ose dire, c'est ce qu'on appellera dans quelques années le réel. Pour Hugo, jeune royaliste qui deviendra bientôt républicain, il s'agit surtout de s'affranchir du joug du classicisme en littérature, mais les idées politiques ne tarderont pas à rattraper le littéraire. Et vous avez peut-être vu ça, mais c'est une caricature d'un peu plus tard, 1842, mais avec Hugo en tête, chef de file du romantisme, et je ne sais pas si vous pouvez lire, mais c'est le lait, c'est le beau. C'est marqué là, le Chateaubriand, Balzac, Dumas, etc. Voilà. Chez Hugo, aucune tension n'existe entre l'engagement politique et l'engagement littéraire. Et ça, c'est important. Nous allons voir. Il suffit de noter qu'en moins de 2 ans, au cours de 1829-1830, Hugo sort le dernier jour d'un condamné, une protestation contre la peine de mort. Il triomphe sur la scène avec la bataille d'Hernani, se tournant dans l'histoire de la littérature française, et il voit paraître ces orientales recueils de poésie,
dont la préface semble presque un manifeste pour l'art pour l'art. Je cite. Si donc, aujourd'hui, quelqu'un demande à l'auteur, lui demande à quoi bon ces orientales, qui a pu lui inspirer de s'aller promener en Orient pendant tout un volume? Que signifie, et je souligne, que signifie ce livre inutile de pure poésie, jeté au milieu des préoccupations graves du public? Où en est l'opportunité? À quoi rime l'Orient? Il répondra qu'il n'en sait rien, que c'est une idée qui lui a pris, et qui lui a pris d'une façon assez ridicule, l'été passé, en allant voir coucher le soleil. Le poète semble vouloir se délivrer à la fois des modèles classiques et d'un rapport quelconque avec la société et la politique. Cela vaut la peine de répéter, à mon avis. Il n'en sait rien, c'est une idée qui lui a pris et qui lui a pris d'une façon assez ridicule. On peut facilement tracer une ligne directe entre le sentiment qui s'exprime dans cette préface célèbre et les dernières paroles de l'étranger, poème en prose de Baudelaire, d'une quarantaine d'années plus tard. C'est un morceau d'anthologie que nous enseignons souvent à nos étudiants. Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique? Dis ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère? Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Tes amis? Vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu. Ta patrie? J'ignore sous quelle latitude elle est située. La beauté? Je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle. L'or? Je le hais comme vous haïssez Dieu. Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger? J'aime les nuages qui passent, là-bas, les merveilleux nuages. Petit poème en prose de publication posthume. La beauté, rien que la beauté. On peut appeler cet héritage du romantisme l'art pour l'art, ou peut-être mieux, ce que Roland Barthes décrit dans le degré zéro de l'écriture, une sorte de fétiche de la forme travaillée, située sans doute hors du pragmatisme de l'activité bourgeoise. De toute manière, on voit sous la monarchie de Juillet, 1830-48, les débuts d'une fissure entre ceux qui veulent changer le monde par la politique et ceux qui préfèrent créer un monde nouveau qui se bornera au champ littéraire et artistique. Ça, c'est la bataille d'Arnhem. J'aurais dû mettre ça tout à l'heure. Caricature. Voilà, Gautier. Déjà en 1834, et ça, cette image photographie beaucoup plus tardive, en 1834, Théophile Gautier, du fameux gilet rouge ou rose, disent certains, de la bataille d'Hernani, dans la préface de Mademoiselle de Maupin, lâchera ces mots célèbres. Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. L'endroit le plus utile d'une maison, ce sont les latrines. Déjà, on déblaye le terrain littéraire pour le repliement esthétique du Second Empire. Tandis que Hugo, après le coup d'État de Napoléon III en 1851, s'exile et ne devient par la suite qu'encore plus engagé au service de la cause républicaine, Gautier, Baudelaire et Flaubert se retirent de l'arène politique et préfèrent voir la société d'un œil ironique. L'esthétisme romantique de Gautier, par exemple, devient le formalisme plus radical et moderne que l'on associe aux Parnassiens. Et dans le poème en guise de préface du recueil Émaux et Camée
de 1852, il fait allusion à l'actualité politique. Je cite, « Sans prendre garde à l'ouragan qui fouettait mes vitres fermées, moi, j'ai fait Émo et Camet. » Ce poète impeccable à qui Baudelaire dédicacera Les Fleurs du Mal de 1857 est passé du satiriste de 1834 à l'esthète de 1852, ses fenêtres résolument fermées contre l'actualité politique. Il termine son recueil par un morceau d'anthologie, L'art, où le doute n'est plus permis. Et je cite un petit morceau. Tout passe, l'art robuste, seul à l'éternité. Le buste survit à la cité. Si le réalisme voit aussi le jour à cette époque, il ne faut pas oublier que Flaubert n'avait aucun but politique en créant Madame Bovary. Bien au contraire, dans une lettre à Louise Gollet, très citée, de 1852, et là il était en pleine création de Madame Bovary, il avait déjà rêvé d'un livre sur rien, un livre sans attache extérieure qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style, comme la terre, sans être soutenue, se tient en l'air. Un livre qui n'aurait presque pas de sujet, ou du moins où le sujet serait presque invisible, si cela se peut. Les œuvres les plus belles sont celles où il y a le moins de matière. C'est pour cela qu'il n'y a ni beau ni vilain sujet, et qu'on pourrait presque établir comme axiome, en se plaçant au point de vue de l'art pur, qu'il n'y en a aucun, le style étant à lui seul une manière absolue de voir les choses. L'art pur, le style étant à lui seul une manière absolue de voir les choses. Ce qui est clair, c'est que le roman, selon Flaubert, n'a aucun but social ni politique. Comme Gautier, qui tourne le dos à toute idée de progrès social, Flaubert crée un monde où le pharmacien absurde, M. Homais, devient le partisan du progrès et où on entend prononcer au fameux comice agricole pas seulement le discours d'un certain M. Lieuvain, mais aussi au moment même où Rodolphe séduit Emma, un prix décerné pour le meilleur fumier dans l'éducation sentimentale de 1869, Flaubert en fait le point une fois pour toutes, le progrès n'est qu'un autre nom pour l'industrie et pour les affaires, et tout socialisme utopique s'est éteint avec la révolution de 1848. Une citation de l'éducation sentimentale. Suivant M. d'Ambreuse, on n'arriverait à rien de bien sans une surabondance du capital. Donc, le seul moyen possible était de confier la cause du progrès à ceux qui peuvent accroître la fortune publique. Ça, c'est une citation à l'intérieur de la citation. Et puis, le narrateur nous dit, insensiblement, on aborda les grandes exploitations industrielles, les chemins de fer, la houille, etc. Le progrès social, même si c'est possible, et selon un Baudelaire ou un Flaubert, le doute est permis, n'a rien à voir avec la littérature, quoique la société ait pris cette idée de progrès comme une nouvelle foi, la foi du siècle. Selon Pierre de Larousse, dans l'article consacré au progrès du grand dictionnaire universel du XIXe siècle, un projet de 1866 à 1877, c'est la vraie foi de notre âge. Et là, je cite Larousse. Il y en a tant d'accomplis
dans l'industrie, dans le bien-être, dans la science, dans les institutions, les lois, les mœurs, dans le sentiment public de la justice, en tout ce qui est de l'âme, quoi qu'on dise. Comme en ce qui est du corps, nous valons tellement mieux que nos pères. Ça, je veux dire, nous valons tellement mieux que nos pères. À tous égards, que nous devons tenir pour la véritable foi, cette foi au progrès qui soutient notre marche. C'est la foi de notre âge et c'est la bonne. Bien que ces belles louanges puissent nous tenter de rappeler l'ironie de Flaubert dans Madame Bovary, au moment des comices agricoles, par exemple, Devin nomme les paysans venus à Yonville pour les comices, pionniers pacifiques d'une œuvre toute de civilisation et hommes de progrès et de moralité. En réalité, le langage du grand dictionnaire n'est pas trop loin de celui du 20e chapitre, les morts ont raison et les vivants n'ont pas tort, de la 5e partie des Misérables. C'est un passage qui mérite d'être cité presque en entier. Voilà, je cite Hugo. Le progrès est le mode de l'homme. La vie générale du genre humain s'appelle le progrès. Le pas collectif du genre humain s'appelle le progrès. Le progrès marche. Il fait le grand voyage humain et terrestre vers le céleste et le divin. Il a ses haltes où il rallie le troupeau attardé. Il a ses stations où il médite. Il a ses nuits où il dort. Et c'est une des poignantes anxiétés du penseur de voir l'ombre sur l'âme humaine et de tâter dans les ténèbres sans pouvoir le réveiller, le progrès endormi. Qui désespère à tort, le progrès se réveille infailliblement, et en somme, on pourrait dire qu'il a marché, même endormi, car il a grandi, jusqu'à l'ordre qui n'est autre chose que la paix universelle soit établie, jusqu'à ce que l'harmonie et l'unité règnent, le progrès aura pour étape les révolutions. Fin de citation. Évidemment, le père Hugo, dans son exil, avait développé, ou peut-être bien avait simplement retenu, une sensibilité toute autre que celle de Baudelaire, Flaubert et Gautier, comme ceux-ci désespéraient certainement sous le Second Empire et battaient la retraite de tout engagement politique et social. Un autre texte de cette époque sert à souligner le gouffre béant entre Hugo et les disciples du beau, qu'étaient Baudelaire, Flaubert, Gautier et bien d'autres encore. Il s'agit d'une lettre maintenant très connue que l'auteur des Misérables a écrite à Baudelaire de Hauteville House le 6 octobre 1859. Je ne cite pas la lettre entière, mais pour bien saisir ce que Hugo appelle la dissidence entre les deux écrivains, je vous donne quand même une bonne dose. Vous ne vous trompez pas en prévoyant quelque dissidence entre vous et moi. Je comprends toute votre philosophie, car, comme tout poète, tu contiens un philosophe. Je trouve ça intéressant, surtout vu le sentiment de Flaubert à propos de la philosophie et de la littérature. Je fais plus que la comprendre, je l'admets, mais je garde la mienne. Je n'ai jamais dit l'art pour l'art, j'ai toujours dit l'art pour le progrès. Au fond, c'est la même chose. Et votre esprit est trop pénétrant pour ne pas le sentir. En avant, c'est le mot du progrès, c'est aussi le cri de l'art. Tout le verbe de la poésie est là. Ité. Alors Hugo remercie Baudelaire de lui avoir dédicacé deux poèmes, Les Petites Vieilles et Les Sept Vieillards, et voit dans la poésie de son jeune frère une participation implicite au progrès. Que faites-vous? Vous marchez, vous allez en avant, vous créez un frisson nouveau. Mais la nouveauté en littérature n'est pas égale au progrès social, et Hugo accepte volontiers cette distinction importante. L'art n'est pas perfectible, je l'ai dit, je crois, un des premiers, donc je le sais.
mais il faut déplacer l'horizon de l'art, monter plus haut, aller plus loin, marcher. Le poète ne peut aller seul, il faut que l'homme aussi se déplace. Les pas de l'humanité sont donc les pas même de l'art. Donc, gloire au progrès. Et enfin, une allusion à son propre exil. C'est pour le progrès que je souffre en ce moment et que je suis prêt à mourir. N'oublions pas la date de cette lettre, le 6 octobre 1859. C'est l'époque où Hugo est enfin en train d'achever Les Misérables. Or, Baudelaire pouvait facilement accepter cette notion d'un frisson nouveau. Nous n'avons qu'à penser à la dernière partie de son poème, Le Voyage, d'environ la même époque. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Ce pays nous ennuie, ô mort. Appareillons, si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, plongé au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. Il va sans dire que ce poème, ajouté à la deuxième édition des Fleurs du Mal de 1861, comme conclusion de la dernière partie, La Mort, et qui donc termine cette édition du recueil, a une toute autre esthétique que celle de l'auteur des Misérables. Il n'y a que de nouveau comme but, même si la seule façon d'y accéder est le poison, même le suicide. Enfer ou ciel, qu'importe, la nouveauté à tout prix et la vénération du beau, sans lien intime avec un système de valeurs sociales, morales ou religieuses. On retrouve ce thème de la transcendance esthétique, du beau avant toute autre chose, partout, bien sûr, dans l'œuvre de Baudelaire, jusqu'au petit poème en prose, Le Spleen de Paris, posthume de 1869. Dans Le mauvais vitrier, le narrateur nous décrit sa rencontre avec un vitrier à qui il demande de monter jusqu'à sa chambre au 6e étage pour lui étaler des vitres. Fâché que le pauvre bonhomme n'ait pas de verre de couleur, ni de vitre magique, ni de vitre de paradis, le narrateur pousse le vitrier vivement dans l'escalier et continue ainsi. Je m'approchai du balcon et je me saisis d'un petit pot de fleurs, et quand l'homme reparut au débouché de la porte, je laissai tomber perpendiculairement mon engin de guerre sur le rebord postérieur de ses crochets, et le choc le renversant, il acheva de briser sous son dos toute sa pauvre fortune ambulatoire qui rendit le bruit éclatant d'un palais de cristal crevé par la foudre. Et ivre de ma folie, je lui criai furieusement « La vie en beau, la vie en beau !» Ces plaisanteries nerveuses ne sont pas sans péril et on peut souvent les payer cher. Mais qu'importe l'éternité de la damnation à qui a trouvé dans une seconde l'infini de la jouissance. Ce n'est pas aller trop loin de voir en ces 1000 morceaux de verre du pauvre vitrier une belle image de la brisure complète entre le romantisme utopique de Victor Hugo au moment de la parution de son énorme roman consacré au progrès social et les prophètes de l'art pour l'art que le jeune Hugo lui-même, celui des Orientales de 1829, avait inspiré. Rappelons-nous encore une fois que la parution des Misérables date de 1862, au moment précis de l'essor de ce que l'on voit souvent comme une esthétique de la modernité, que ce soit dans le réalisme ironique d'un Flaubert, l'art pour l'art d'un Théophile Gautier ou la poésie d'un Baudelaire. Les dates parlent et correspondent à peu près exactement aux années du Second Empire. 52, Gautier, Émo et Canet, 57,
Flaubert, Madame Bovary, Baudelaire, Les Fleurs du Mal, 66, Gautier et compagnie, première anthologie du Parnasse contemporain, 69, Flaubert, L'éducation sentimentale, Baudelaire, Les petits poèmes de l'esprit de Paris. Ce n'est donc pas un hasard qu'à la suite du triomphe de cette esthétique moderne, ou peut-être que l'on doit parler au pluriel, car ce sont plutôt une série d'esthétiques réunies autour de quelques principes essentiels de style, la beauté formelle, la nouveauté, l'ironie, que le péché que l'on ne peut pardonner à l'auteur des Misérables, c'est de vouloir que son roman serve à quelque chose. Bien sûr, c'est pour le progrès que Victor Hugo s'était exilé, et c'est pour le progrès qu'il a enfin terminé Les Misérables, qu'il avait commencé 17 ans plus tôt. Nous avons déjà vu que le progrès, selon le grand Larousse, était devenu une idée capitale, sinon l'idée prédominante du siècle. Cette idée que l'humanité devient de jour en jour, je cite Larousse encore une fois, cette idée que l'humanité devient de jour en jour meilleure et plus heureuse est particulièrement chère à notre siècle, la foi à la loi du progrès et la vraie foi de notre âge. Mais, vers la fin du siècle, Joris Karl Huysmans, ancien disciple de Zola, véritable héritier de l'esthétisme de Baudelaire et de Flaubert, et auteur du chef-d'œuvre décadent à rebours qui date de 1884, écrira un peu plus tard, 1891, dans son roman Là-bas, « Quel gâchis, bon Dieu, et dire que ce 19e siècle s'exalte et s'adule. Il n'a qu'un mot à la bouche, le progrès. Le progrès de qui? Le progrès de quoi? Car il n'a pas inventé grand-chose, ce misérable siècle. » Alors, un peu d'ironie quand même, parce que ce misérable siècle, le siècle des misérables, a tout de même inventé bien des choses, dont les bateaux et les locomotives à vapeur, la photographie, le télégraphe, le téléphone, le phonographe, le cinéma et l'automobile, sans mentionner les avancées industrielles, médicales, architecturales, techniques, etc. D'où l'ironie de la jérémiade du narrateur de là-bas, qui reste pourtant sérieux. L'idée qui commence à se répandre dans la deuxième moitié du siècle, que le progrès matériel n'a rien à voir avec la vie spirituelle ou psychologique. Bref, aucun lien entre le progrès de l'humanité et le bonheur de l'individu. Avec Huysmans, nous sommes enfin au seuil d'une espèce de divorce final entre la société, surtout la société bourgeoise, et l'écrivain, et pas loin du monde renfermé d'un Proust, d'un Joyce, d'un Kafka, de l'André Gide, des Faux Manières, par exemple, le roman à l'intérieur du roman. Alors, à mon avis, c'est dans ce contexte que nos étudiants peuvent enfin comprendre les critiques hostiles et même parfois acariâtres des Misérables. Ce n'était pas uniquement une œuvre romantique et pas de son temps. En effet, on peut parler d'anachronisme dans le cas des Misérables. C'est un roman qui plaira de moins en moins à la critique littéraire, jusqu'à son centenaire en 1962. Si le roman ne risque pas de tomber dans l'oubli, grâce surtout aux adaptations, il est intéressant de constater qu'après les 16 éditions publiées entre 1862 et 1885, aucune ne parut entre 1814 et
1914 et 1933. On se souvient que Gide, au début du XXe siècle, lorsqu'on lui demande quel était le plus grand poète français, répond Victor Hugo, hélas. Un peu plus tard, Jean Cocteau ajoutera que Victor Hugo était un fou qui se prenait pour Victor Hugo. En effet, méprisaient Hugo, Les Misérables, et même tous ceux qui appréciaient son œuvre étaient, pendant la première moitié du XXe siècle, de rigueur, surtout dans les milieux sérieux, c'est-à-dire littéraires et académiques. Par contre, il n'est pas étonnant que ce roman révolutionnaire représentait dans le bloc communiste et dans les colonies en lutte, par exemple dans le monde francophone, l'Algérie, l'Indochine, le Sénégal, représentait une sorte de Bible. Si les écrivains occidentaux de la modernité que je viens tout juste d'évoquer, que la critique communiste d'ailleurs considérait comme décadent, le foulait aux pieds, c'était la preuve même que le roman possédait une authenticité révolutionnaire. Bien entendu, il y avait des exceptions en France aussi. Les surréalistes voyaient en Hugo, surtout celui de la préface de Cromwell et la bataille d'Hernani, un ancêtre de leur lutte contre le bon goût de la bourgeoisie. Dans les années 30, la gauche française, face à l'essor de l'extrême droite, considère Les Misérables un modèle de la lutte du prolétariat contre le fascisme bourgeois. Mais il fallut attendre l'après-guerre. Et surtout, le centenaire du roman en 1862 et celui de la mort de Victor Hugo en 1985, la mort en 1885, le centenaire en 1985, pour voir le couronnement ou l'apothéose de l'écrivain, pour enfin accueillir Victor Hugo superstar dans les milieux littéraires et universitaires. Car il ne faut jamais oublier que Victor Hugo est resté bel et bien dans la culture française. Des générations de Français ont fait leurs études à des lycées Victor Hugo, ont passé leur vie à traverser des boulevards et des avenues Victor Hugo. Surtout grâce aux adaptations, ses romans sont restés connus dans le monde entier et sa poésie n'était jamais tombée dans l'oubli en France. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a mis du chemin facilement un bon siècle à rétablir, à réhabiliter Les Misérables dans la littérature dite sérieuse. Pour ne citer qu'un exemple, le roman n'a paru sur la liste des textes à étudier en préparation du doctorat d'État en littérature en France en 1994. Ce que j'espère vous avoir proposé aujourd'hui, c'est une façon, parmi d'autres, de situer, surtout pour nos étudiants américains, Les Misérables dans l'histoire littéraire et culturelle du 19e et 20e siècle. Enfin, pour retourner à notre époque actuelle, le début du 21e siècle, je vous recommande une étude récente des Misérables du grand écrivain péruvien Mario Vargas Llosa, La tentation de l'impossible, Victor Hugo et Les Misérables, écrit en espagnol, traduit en français, en anglais, etc. D'ailleurs, Vargas Llosa, tout au début de sa carrière, peut-être en 1975, avait publié un livre très très important dans la critique flaubertienne. C'est Madame Bovary, c'est l'orgie perpétuelle. Mais il revient à la littérature française du 19e en 2004, assez récemment. Vargas Llosa est finalement d'accord avec la plupart des critiques modernes, à partir de Flaubert et Baudelaire, surtout sur la question des personnages, de l'intrigue, d'éducation historique et documentaire. Mais ce qui l'intéresse, c'est justement ce qu'il appelle cette tentation de l'impossible,
en citant l'étude contemporaine de la parution du roman de Lamartine, considération sur un chef-d'œuvre ou le danger du génie, Les Misérables par Victor Hugo. Pour Lamartine, le roman est un chef-d'œuvre de l'impossible, une épopée de la populace, dans lequel, par exemple, un forçat est innocent, tandis que la société est coupable. C'est un livre subversif qui encourage ses lecteurs à ce que Lamartine dénomme un monde idéal, voire impossible. Bref, c'est l'impulsion utopique que nous avons déjà vue chez Hugo, c'est sa foi au progrès. Et Vargas Llosa nous rappelle que de nos jours, toute société fermée, que ce soit des régimes fascistes et communistes, des dictatures du tiers-monde ou des théocraties, pratiquent la censure littéraire. Il nous rappelle que le Vatican avait mis Les Misérables sur son fameux index en 1864. Vu sous cet angle, si le grand roman de Victor Hugo se tardait si longtemps à se faire accepter par la classe littéraire et académique, j'oserais dire que ce n'était pas uniquement sa qualité d'anachronisme, entre guillemets, formel, que nous avons déjà vu, digression didactique, tournure romantique, voire mélodramatique, personnage simpliste, bonhomme de sucre, Flaubert, qui déplaisait aux critiques. Comme nous avons déjà vu, à la suite de la Révolution de 1848, qui avait, il ne faut pas oublier, écarté Lamartine lui-même du pouvoir pendant la Deuxième République, une génération d'écrivains a renoncé au projet politique et s'est retournée vers une obsession formelle, cette fétiche de la forme travaillée dont parle Barthes. Gautier ferme ses fenêtres contre la Révolution. Baudelaire, malgré sa participation aux barricades et sa fondation d'une gazette qui s'intitule « Le salut public » au début de l'année 1848, se désillusionne rapidement et se jette dans ses traductions d'Edgar Allan Poe, utilisant un langage presque identique à celui de Gautier dans son poème Paysage. L'émote, tempêtant vainement à ma vitre, ne fera pas lever mon front de mon pupitre. Quant à Flaubert, en dépit de son estime pour la véritable science, il tourne en dérision cette idée de progrès. Nous l'avons déjà bien vu. Il crée Homais, le partisan du progrès, ridicule. Et le narrateur de Madame Bovary nous assure que rien n'a changé. Rien n'a changé à Yonville-l'Abbaye depuis les événements racontés dans le roman. Et Frédéric et Deslauriers, à la fin de l'éducation sentimentale, se rendent compte que le comble du bonheur était une visite manquée au bordel de la Turque pendant leur jeunesse. En fin de compte, peut-être que le vrai péché de Victor Hugo, c'était de faire paraître en 1862 un roman au but social dont le sujet principal était le progrès et de vouloir que ce texte s'inscrive à la fois dans le discours littéraire et politique de l'époque. Et paradoxalement, c'est peut-être cette impulsion utopique, cette dimension politique, cette tentation de l'impossible, pour citer Vargas Llosa, qui a finalement sauvé Les Misérables de l'oubli et qui lui rend toute sa jeunesse aujourd'hui. Terminons donc par le début, en nous rappelant ce qu'écrit Hugo en début de son roman. Tant qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale, créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers, et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine, tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolus, tant que dans de certaines régions, l'asphyxie sociale sera possible. En d'autres termes, et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci
pourront ne pas être inutiles. Ces lettres, c'est en tête, hein, au début du roman, écrit à Hauteville House le 1er janvier 1862. Voilà, je vous remercie de votre attention et je répondrai volontiers à vos questions, mais attention, je risque de chercher mes mots, hein, parce que lire un texte, merci. Quand on écrit, comme vous savez, on a le temps de réfléchir. Est-ce qu'il y a des questions? Merci d'être resté, hein, je sais que vous... Oui, je vais bientôt y aller, Benjamin, mais quand même, s'il vous plaît, posez des questions, commentaires, surprises. Oui. J'ai été très intéressé par la façon dont vous avez mis en situation le roman des Misérables, et je trouvais que c'était tout à fait juste. Mais quand même, il y a une question que je me pose et que je vous pose. Êtes-vous bien certain qu'entre 1914 et 1931, il n'y a eu aucune édition de Misérables? Alors, je cite les autorités, enfin c'est-à-dire... Il faudrait regarder la bibliographie de la France, mais moi je pense qu'il y en a eu pour faire beaucoup. Oui. Et d'autre part, et une autre remarque, vous faites des Misérables une sorte de roman maudit, dans la mesure où ce que vous appelez la critique à la fois littéraire et académique, avez-vous dit, a dédaigné le roman. Or, je crois qu'on ne peut pas souscrire entièrement à cette affirmation, dans la mesure où Victor Hugo a été l'un des auteurs officiels de la Troisième République, et où son œuvre est l'œuvre la plus étudiée, la plus apprise dans les classes. Pendant toute la période 1870-1940, les élèves apprennent, non pas du Baudelaire, ils ne le connaissent même pas, mais ils apprennent du Victor Hugo en grande quantité. Et les Misérables, les extraits des Misérables, les éditions scolaires de Victor Hugo et des Misérables sont très nombreuses, et en particulier les classiques Hachette, qui à ce moment-là sont véritablement les manuels scolaires dans les lycées et dans les écoles primaires, sont pleins de Victor Hugo. Donc, de ce point de vue-là, Victor Hugo n'est pas du tout un auteur oublié. Et en particulier, la critique académique, au contraire, le place dans son panthéon. Oui. Moi, ma remarque est tout à fait différente. Voilà. Je veux dire que si un public comme le nôtre vous écoute, on a l'impression qu'au fond, vous n'avez parlé que des critiques. Et pas du roman. Pas du roman du tout, du tout. Bon, ouais. ça c'est une chose, c'est-à-dire que, disons que votre conférence ne correspond pas du tout à son sujet. Ouais. Bon, ça c'est une chose. Mais peu m'importe après vous. Si vous voulez, ce que vous avez dit, ça m'a paru quand même extrêmement négatif, parce que vous n'avez cité que l'art pour l'art, Baudelaire, Flaubert, le livre sur le rien, tout. Bon. Or, le livre de Hugo, c'est une merveille. Bon. Et donc, ça, on ne le sait pas. Si... Alors, vous faites une conférence pour des gens qui sont des professeurs d'université. Ouais. Nous ne sommes pas des professeurs d'université. Je me souviens avoir une fois, et ça m'a vraiment frappé, une fois une conférence de quelqu'un sur Camus qui prenait ça de haut parce que les universitaires français considéraient que Camus était un écrivain pour les classes terminales. Alors qu'en réalité, les Français aiment Camus. Là, si on vous écoute, on a l'impression que Hugo, c'est de joyeux farfelu, qui s'est complètement égaré. Alors qu'en vérité, nous aimons Hugo. Hein? Donc, bon, voilà ce que je veux. Si vous voulez, ce que je crains, c'est qu'après une conférence comme la vôtre, pour un public large, ce serait, et c'est pas du tout ce que vous avez voulu nous dire, d'ailleurs, vous nous avez fait une conférence savante pour des universitaires. Donc, moi, je vous parle comme le peuple, quoi, la populace, puisqu'à un moment, vous avez fait ça. Hein, voilà, les Misérables, tout le monde aime les Misérables. Voilà, même si Flaubert n'aimait pas, on sait. Donc, vous comprenez? Voilà, oui, c'est ça. Voilà. Peut-être que vous pouvez nous dire pourquoi vous aimez Les Misérables. Est-ce que vous l'aimez? Et si oui, pourquoi? Comme ça, on aura un peu plus de... Il y a la différence de Flaubert et compagnie.
j'adore les digressions, l'histoire, ce chapitre consacré par exemple au progrès, aux révolutions, parce que c'est le contexte historique de la littérature qui m'intéresse, et le rapport entre l'histoire et la littérature. Mais je dois vous avouer, je n'ai pas fait beaucoup de recherches sur Victor Hugo. J'en ai fait pas mal sur Flaubert. Oui, bien sûr. Donc, On ça, le sent. oui, voilà. Mais enfin, je vous ai tout pardonné, si je peux dire, pour faire le petit geste que vous faites, Oui, vous, oui. comme font les Américains. Je Oui. vous ai tout pardonné quand vous avez mis ça à la fête de notre conférence. Et ça sauve tout. Parce que je trouve que tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci, pour ne pas être inutile, c'est une façon de dire, seront utiles. Voilà. Donc, moi, je pense sincèrement ça. Et comme maintenant je reprends ma vie de professeur, j'ai l'intention, parce que j'avais publié sur justement les décadents, sur Oui. cette dimension parmi Oui. beaucoup. Non, mais on le comprend Le bien, 19e. si vous voulez qu'elle est... Oui, mais ce que j'aimerais faire, c'est de consacrer tout un jour, de puiser dans ces articles que j'ai écrits il y a 20 ans, sur la décadence, sur Flaubert, sur Madame Bovary, sur Balzac, et d'ajouter un chapitre sur le progrès chez Victor Hugo, par exemple, un chapitre approfondi. Et puis Jules Verne aussi, ça c'est autre chose. Mais chez Jules Verne, par exemple, il y a on voit le progrès ça devient partie de la culture de masse, la culture grand public, les livres pour enfants, etc. Donc c'est cette idée. Ce qui m'intéresse, c'est justement le rôle de cette idée du progrès tout à travers le 19e siècle. Et en fin de compte, je peux m'exprimer, mais Moi non plus. Hein. Allez-y. malgré toutes les critiques que vous avez évoquées de Flaubert et Balzac, Flaubert et Baudelaire et les autres, vous avez dit que je pense que l'idée du progrès est restée centrale pour cette époque. Et ça, on retrouve dans le livre. Ouais. Alors c'est que, d'une certaine façon, le livre a gagné, malgré toutes les autres critiques. Reflète ce qui est important de l'époque. Je mettais l'accent sur justement ce divorce, cette rupture après 48, après 1848. C'est le rôle de la littérature. Est-ce que la littérature a un rôle, la littérature, l'art, majuscule, a un rôle politique? Et pour certains, Flaubert, Baudelaire, Gautier, les Parnassiens et d'autres, non, pas du tout. Parce que, et j'ai beaucoup travaillé aussi sur les journaux, la naissance de la presse bon marché dans les années 1830. Et on voit aussi même chez Gautier, il a deux vies, hein, parce qu'il travaille comme critique pour la presse, grand journal de Girardin, mais en même temps, il se moque de la presse, de la société contemporaine. Il gagne sa vie à publier des articles. Donc il y a cette... Ouais. Moi, j'ai reçu votre présentation un peu différemment des autres, je pense. Parce que moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, personnellement, ça ne m'intéresse pas qu'on aime le livre ou qu'on n'aime pas le livre. Aujourd'hui ou hier. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir comment vous avez présenté le livre dans un contexte où on pouvait commencer à voir que Les Misérables, c'est une façon d'aborder la tension qui commence à se faire sentir dans l'évolution
de la littérature française en tant que mouvement littéraire, je veux dire. Donc, parce que déjà, on commence à sortir de la dominance du mouvement romantique, on va dire, pour entrer... moi, je trouvais ça intéressant, non Les Misérables ou autre chose, mais le fait que Les Misérables soit un livre qui pourrait servir de point de départ pour voir, pour examiner ou pour mettre en cause l'interprétation de cette tension, ça me paraît intéressant. Et en écrivant cela, je pensais aussi, enfin, vers la fin, je n'avais pas le temps d'ajouter encore des pages, mais on peut voir Zola, par exemple, le naturalisme. Zola comme l'héritier au niveau du naturalisme, héritier du réalisme, c'est-à-dire au niveau du style. Enfin, c'est plus compliqué, mais dans la lignée de Flaubert. Mais au niveau politique, il est dans la lignée des Misérables, justement. Et à la fin de sa carrière, enfin, avant sa mort, Zola se voyait comme un vieux naturaliste, c'est-à-dire il croyait au progrès politique, scientifique, donc il partageait, si vous voulez, les idées politiques, et cette idée qu'il n'existe aucune contradiction entre une littérature politique et une littérature esthétique, artistique. Il partageait ça avec Hugo. Mais c'est de cette manière que moi je trouve que de ce point de vue-là, vous êtes resté fidèle au titre de votre conférence. C'est une approche pour l'enseignement de... Je vais vérifier pour les éditions. J'ai cité quelqu'un qui J'ai eu celle de Hachette, j'ai eu la version de Hachette en Algérie, qui était enseignée dans les années 60 à l'école primaire. Je dis bien à l'école primaire. Nous avons étudié, j'ai dû lire Les Misérables à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans, en Algérie, pas en France. Et à cette époque-là, je ne sais pas ce qui se passait en France, ce qu'on enseignait. Alors qu'on n'entendait pas parler du tout d'un Albert Camus. On n'entendait pas parler du tout d'un Camus, je l'ai découvert bien plus tard. Pour nous, c'était d'abord... moi j'ai aimé votre conférence, pour la simple raison que vous avez dit, je crois, le mot icône pour les pays francophones. Vous avez dit que c'est vrai, c'est une véritable icône, Victor Hugo. La seule rue de la ville d'Alger qui porte encore le nom d'un écrivain français, je ne sais pas, je ne suis pas algérois, je ne connais pas tous les noms de rues, mais l'une des plus célèbres artères d'Alger s'appelle Victor Hugo. Et on a conservé, c'était, voyez-vous, c'est quand même l'ancien colonisateur, mais on a du respect à l'égard de Victor Hugo. On ne peut pas toucher à Victor Hugo. C'est une véritable icône. Pour revenir à l'aspect critique du 19e siècle, j'apprends des choses. Vous m'avez appris des choses. C'est-à-dire que je ne connaissais pas la réaction, la réception critique d'un Flaubert, d'un Baudelaire, etc., qui sont aussi des icônes pour moi. Attention, pour moi, ce sont des intouchables. Mais j'apprécie aussi cet esprit critique. C'est le siècle de la critique, la naissance de la critique. Probablement, c'est le 19e siècle. Même s'il était... si elle n'était pas aussi moderne qu'on la connaît maintenant, le Théophile Gautier, etc., était nécessaire pour la critique moderne. Il fallait, avant de commencer à lire Barthes, il faut d'abord lire Théophile Gautier. Il faut être au courant de... Même si on est francophone, même si on fait des études de francophonie, il ne faut pas ignorer ce qui s'est passé en littérature française. C'est-à-dire l'histoire de la littérature française, Taine et Renan, etc., enfin, toute la famille. Et j'ai aimé aussi ces critiques, parce que les Français aiment ce qu'ils détestent et détestent ce qu'ils aiment. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça fait partie de la vie intellectuelle d'un pays. Et le 19e siècle, c'est la naissance de la littérature telle que je la conçois moi. C'est-à-dire qu'on aime la littérature française, personnellement.
je ne sais pas pour ce qui en est des autres, mais à partir du 19e siècle, effectivement, on aime la littérature française. On ne peut pas ne pas aimer Cosette, les Thénardier, c'était des personnages. Maintenant, si vous allez, vous rencontrez des gens qui recrutent des gens pour comment on dit déjà, des femmes de ménage, etc. On dit ce sont des Thénardier. L'expression est restée plus d'un siècle encore. Hein, ou Cosette, arrête de faire ta Cosette, etc. Donc, voyez-vous, et à ce propos, Marc Robert disait qu'une littérature réussie, c'est celle où les personnages sortent de la fiction pour entrer dans la réalité. Les Thénardier ont une existence réelle maintenant, dans le peuple, chez le peuple français et ailleurs, dans les peuples francophones. On sait ce que ça veut dire, la connotation de Thénardier au Cosette. Donc, j'ai bien aimé que et puis, personne n'a échappé à la critique. C'est pas seulement Victor Hugo. Flaubert n'a pas pu éditer Madame Bovary, on lui a refusé le manuscrit. Baudelaire n'a pas réussi à récupérer l'argent qu'il a investi dans la création de la revue que vous avez citée. Il y avait des polémiques, etc. Et moi, je la prends plutôt bien, même si j'allais dire pour moi, le père de la nation a été un petit peu malmené. J'étais gêné en tant que lecteur, mais très satisfait. Tout ce que vous avez dit, je suis bien incapable de vous dire si tout ça c'est très intéressant, bien sûr, c'est très scientifique. Je veux dire que, est-ce que vous avez cité des écrivains qui ont dit du bien, entre guillemets, tout simplement, de Hugo? Vous n'avez parlé que des critiques aux Misérables. Je veux dire par là que votre conférence, elle m'intéresse, mais elle me paraît dangereuse si elle est prononcée, je veux dire, à un public qui ne connaît pas. Et ce qui est fort possible, quand même, on est en Nouvelle-Angleterre, on a le droit de ne pas connaître les Misérables. Vous parlez à un public parfaitement averti, c'est ça. Bon. Ça vous intéresse, bien sûr, parce que public parfaitement averti, mais parmi nous, il peut y en avoir là, en l'occurrence, il n'y en a pas vraiment, mais il aurait pu y avoir des étudiants plus jeunes, bon, d'une part. Et quand même, j'aimerais savoir quel est le sujet de votre conférence. Je l'ai oublié, je ne l'ai pas là. Tu dis, il me semble que vous avez dit enseigner. Vous n'allez pas me dire que c'est une conférence pour enseigner les Misérables. Donc vous m'avez trompé. Non, bien sûr, comme vous voilà. Mais je vous remercie vraiment parce que, bon, il se trouve que je suis française, que je connais un peu de littérature et que je sais ce dont vous parlez. Donc c'est toujours intéressant de rafraîchir cette idée. Mais en même temps, moi, je pense toujours à mes étudiants. Ouais. Et je me dis, pour eux, ce serait une conférence dangereuse. Non, je veux dire, ça pourrait les détourner de la lecture, qui me paraît une lecture essentielle. Parce que là, c'est magnifique. Mais la littérature en tant qu'arme de combat, ça me paraît magnifique aussi. Voilà. Je dois vous avouer que le titre... pour montrer seulement aux Américains, aux Français, aux francophones et au monde combien Victor Hugo était aimé par le peuple français, il suffit de montrer une photo de ses funérailles. Oui, voilà. Ce sont les funérailles les plus imposantes que la France ait connues. Même le général de Gaulle n'a pas eu droit à ce... Et gardez en tête qu'on a choisi Victor Hugo comme une des pierres dans la construction de l'identité nationale française, donc, depuis la Troisième République. Je dois quand même avouer que le titre que j'ai envoyé à la directrice, c'était immonde et inepte. Cette citation et c'est elle qui a mis enseigné la raison. Mais la raison. Mal cité. Je n'ai même pas compris ça. Et je vais préparer un article pour ce volume d'approche à l'enseignement au niveau universitaire, bien entendu. Et ça sera dans la première partie, c'est-à-dire toute une série d'approches
qui donne aux professeurs et aux étudiants de niveau universitaire quelques-unes des réactions et quelques-uns des contextes de la réception de romans. Et c'est vraiment sur la réception de romans. Et je crois qu'on peut voir, et vous avez remarqué que les Flaubert et Baudelaire, c'était en privé. Hein, c'était pas des critiques. Oui, hein, bien mais en sûr. privé. Ils se cachaient. Oui, voilà. Dans une On n'avait pas le lettre, droit de voilà, mais bien sûr. faire des critiques. Mais il y avait toute une, pour répondre à la question, il y avait toute une critique, mettons, populaire dans la presse bourgeoise. Oui, ravi. Et puis il y avait encore peut-être une troisième école, c'était les critiques féroces de droite, surtout politique et religieuse. Donc c'est compliqué. Hein, j'ai mis l'accent sur une chose, c'est ceux qui participaient à cette évolution pendant le Second Empire, cette évolution vers l'art pour l'art, si vous voulez, et leur réaction au roman. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Et vous avez même, vous deux, confirmé un peu qu'il y a cette séparation entre ce qu'on aime, le grand public, les Français, et d'ailleurs les Américains, enfin, le roman et les adaptations. C'est exactement la même chose en ce qui concerne Zola. C'est-à-dire qu'on a deux écrivains qui sont des écrivains extrêmement populaires, extrêmement lus, avec des rééditions, des adaptations cinématographiques très nombreuses, et qui ne sont pas reçus par, la critique intellectuelle. Et là, on a vraiment une espèce de séparation entre ce qu'on pourrait appeler le lectorat populaire, et d'autre part une critique intellectuelle qui est par essence toujours ironique. Et les deux que vous avez cités, ce sont des ironistes, aussi bien Baudelaire que Flaubert. Ils se moquent, au fond, de la naïveté de Hugo. Et ça commence dans la culture en général, cette rupture entre les intellos et le public, même, et c'est pas la populace, hein, c'est le public instruit, mais un public bourgeois si vous voulez, et ironique. Voilà, oui. L'ironie intellectuelle. Oui, voilà. Oui. Voilà. Et d'autres questions. Je vous remercie encore une fois. Travailler un peu les muscles, ça...